20h13 sur Europe 1 avec moi en studio pour cette deuxième heure, nos deux chroniqueurs de ce dimanche soir, Gabrielle Cluzel, éditorialiste, rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire. Bonsoir Gabrielle. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir ce soir. Et à vos côtés, Nathan Dever, écrivain, philosophe. Bonsoir Nathan. Bonsoir. L'actualité de ce week-end, c'est bien sûr ce sommet à Londres dont on a parlé lors de la première heure. C'est bien sûr cette rencontre aussi tendue entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Sauf que tout ça a peut-être quelque peu éclipsé un autre sujet, et non des moindres, un sujet qui pourrait déclencher une crise majeure au sein du gouvernement. Vendredi, Emmanuel Macron a désavoué son Premier ministre et son ministre de l'Intérieur. Pour lui, pas question de toucher aux accords de 1968, accords qui, pour rappel, confèrent un statut particulier aux Algériens sur notre territoire. Et pour moi, c'est la déclaration du week-end, celle d'un président qui recule une nouvelle fois sur un rapport de force que son gouvernement souhaitait mettre en place face à Alger. On est avec Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Bonsoir. Alors, bonsoir. Juste avant de vous donner la parole, monsieur Driancourt, écoutez pour commencer ce qu'a déclaré mercredi François Bayrou. Le gouvernement français n'est pas à la source de la situation qui a été créée. Je le dis sans volonté de faire de la surenchère. Les refus de réadmission sont une atteinte directe aux accords que nous avons avec les autorités algériennes. Nous ne l'accepterons pas. Voilà, ça c'était donc François Bayrou lors du comité interministériel de contrôle sur l'immigration mercredi, un comité voulu par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur au lendemain de l'attentat de Mulhouse qui, pour rappel, a fait un mort et dont l'assaillant est un Algérien sous OQTF que l'Algérie a refusé de reprendre à 10 reprises. Écoutez maintenant ce qu'a déclaré vendredi Emmanuel Macron depuis Porto. Et je pense que les choses se font bien quand elles se font avec exigence, avec engagement. Mais il ne faut pas qu'elles fassent l'objet de jeux politiques ou qui soient. Il faut qu'elles soient faites avec ce que notre pays mérite quand on parle de sa sécurité, c'est-à-dire un sens du réel et simplement une culture du résultat et de l'efficacité. Et ensuite, ce que le lien qu'il y a entre nos pays exige. Et donc nous, on veut être respectés et on le fera aussi avec respect. Emmanuel Macron vendredi, et triste ironie finalement de cette déclaration qui s'est faite depuis Porto, car pour rappel, l'homme de 69 ans tué à Mulhouse lors de l'attentat était de nationalité portugaise. Xavier Driancourt, une réaction d'abord après cette déclaration du président de la République en nette opposition avec celle de son Premier ministre et de son ministre de l'Intérieur. Oui, je trouve un petit peu contradictoire parce que effectivement, Patrick Stefanini l'a dit sur votre radio ce matin ou hier matin, je ne sais plus, mais il l'a bien dit. Il l'a bien dit ce matin que le Premier ministre avait eu un entretien avec le président de la République avant le comité interministériel. Donc, j'avoue que on jette là un certain doute sur les déclarations du Premier ministre et sur les délibérations du comité interministériel. Donc je ne sais pas si c'est un désaveu ou un cafouillage. Oui, parce que ça veut dire que sur le sujet de l'Algérie, aujourd'hui, clairement, la parole de la France diffère au sein même de l'exécutif. C'est ce qu'on comprend. On ne voit pas très bien quelle est notre ligne. Et puis, je vois la presse algérienne d'aujourd'hui qui, effectivement, donne raison au président de la République et dit le président de la République prône la bonne solution, c'est-à-dire ne pas dénoncer l'accord de 68, ne pas faire de gestes unilatéraux et entrer dans la discussion. Donc la presse algérienne et les Algériens, le gouvernement algérien joue de ces différences, évidemment. Cette discorde, elle nous ridiculise une fois de plus face à un gouvernement algérien qui, on le voit depuis plusieurs mois, enchaîne les provocations vis-à-vis de la France. Je ne sais pas si ça nous ridiculise, mais en tout cas, ça nous met dans une très mauvaise position face à l'Algérie, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas discuter si on n'est pas tous sur la même ligne. Et encore une fois, il reviendra au président de la République, c'est à lui constitutionnellement qu'il reviendra de dénoncer ou de mettre fin à l'accord de 1968. Donc il ne peut pas désavouer à l'avance son Premier ministre, son ministre des Affaires étrangères et son ministre de l'Intérieur qui ont décidé d'un commun accord cette stratégie. Gabrielle Cluzel, c'est une faute politique de la part d'Emmanuel Macron, ce désaveu de son Premier ministre et de son ministre de l'Intérieur vendredi?
Non, c'est-à-dire que c'est vraiment gravissime pour la France, parce que je rappelle qu'il ne s'agit pas de posture politique, il s'agit d'OQTF qui n'ont pas été acceptés par l'Algérie. Quand j'entends que cette personne à Mulhouse, cet assassin à Mulhouse fait partie d'une liste de 30 Algériens à renvoyer en priorité, je me dis mais qui sont les 29 autres ? Ça veut dire qu'ils sont dans la nature et qu'ils peuvent potentiellement agir de la même façon. Donc c'est gravissime. Et je vois 2 points. Le premier, c'est que c'est sans doute d'une forme de cynisme politique, c'est-à-dire qu'il sape en réalité la parole de son Premier ministre aussi, pas seulement de Bruno Retailleau. On parle beaucoup de Bruno Retailleau, de François Bayrou, voilà, les mots de François Bayrou, qui pourtant lui a sauvé la mise, parce que disons-le, sans Premier ministre, Emmanuel Macron était en fâcheuse posture. On pourrait presque dire que François Bayrou c'est dévoué. Donc ça c'est assez quand même étonnant, pour ne pas dire plus. Et puis l'autre point, mais il est idéologique, c'est-à-dire que, souvenez-vous, Emmanuel Macron, c'est quand même l'homme qui a dit, au moment de sa campagne, et là aussi c'était électoraliste, qui a dit en Algérie, la colonisation est un crime contre l'humanité. Alors moi je veux bien que y ait des zones sombres dans la colonisation, mais quand vous dites que la colonisation est un crime contre l'humanité, vous déclarez l'éternel débiteur de ce pays. Donc si vous voulez, c'est vrai que la parole d'Emmanuel Macron sur ce plan-là ne peut être qu'extrêmement ambiguë et empreinte de défaitisme vis-à-vis de l'Algérie. Moi, je voulais dire simplement un point, c'est que Emmanuel Macron fait les gros bras face à la Russie. Mais vous savez que l'Algérie aujourd'hui est très proche de la Russie. Donc c'est un peu curieux d'avoir une attitude de faiblesse à l'endroit de l'Algérie et de vouloir avoir une attitude de force à l'endroit de la Russie. À un moment, il va falloir un petit peu cohérent. Nathan Dever, à quoi joue Emmanuel Macron aujourd'hui ? Non, je pense qu'Emmanuel Macron a fait une faute politique en 2017, quand c'était pas tout à fait le même régime algérien, mais en tout cas quand avant même d'être élu président, pendant sa campagne, quand il a fait cette visite pendant 3 jours à Alger, qu'il a rencontré tous les membres de l'oligarchie du régime précédent, mais qui est analogue au régime actuel, et qu'il s'est mis dans une sorte de lien où la France n'était pas dans une très grande position de force dans le dialogue avec un régime qui était de plus en plus hostile à la France. Mais sur les déclarations qu'il vient de faire au Portugal, je crois qu'il faut distinguer 2 choses. Tout le monde a raison de dire qu'aujourd'hui, il faut avoir un rapport fort vis-à-vis de ce régime. Ensuite, j'en ai souvent discuté, une fois discuté avec Xavier Driancourt, et c'était très intéressant. Il y a plusieurs mesures qui peuvent être prises contre le régime. Et c'est pas sûr que la remise en cause des accords de 68 soit la meilleure mesure. Pourquoi ? D'abord parce que c'est long. François Bayrou a parlé de 6 semaines. Moi, je suis désolé, mais dans 6 semaines, je sais pas si Boualem Sansal sera encore vivant. J'ai pas envie d'attendre 6 semaines pour sa libération. Je pense qu'il y a des mesures qu'on peut prendre en 24 heures. Deuxièmement, parce que quand vous supprimez des accords, vous devez en réécrire. Donc en fait, vous déplacez le problème. C'est de la com. En revanche, il y a des mesures qui sont ciblées et qui sont très simples, et qui consistent à punir l'oligarchie qui tient ce régime. Le gel des passeports diplomatiques, vous savez, d'empêcher aux membres de cette nomenclature de venir comme ça en France. Pourquoi pas le gel des avoirs ? Pourquoi pas, comme on l'a fait avec les Russes ? Pourquoi pas frapper, comme on a frappé les grands oligarques russes au moment de l'invasion ukrainienne, qui avaient des villas luxueuses sur la Côte d'Azur ? Pourquoi pas frapper une quinzaine d'oligarques qui tiennent le régime algérien et les priver de leurs biens, suspendre leurs biens en France, en argent et en immobilier ? C'est ça, vous voyez, si on fait ça... Donc pour vous, il ne faut pas toucher aux accords de 68. Je ne pense pas que ce soit, je ne suis pas sûr, pour le dire autrement, que ce soit la meilleure solution. Xavier Driancourt, vous êtes de l'avis de Nathan Dever sur ce point ? Je partage largement son avis. Je pense qu'il ne faut pas monter aux extrêmes tout de suite. L'accord de 68, c'est le stade ultime. Le problème, c'est que pour le moment, il se passe rien du tout, en fait. Il n'y a aucune sanction n'est prise vis-à-vis d'Algérie. Il y a beaucoup d'autres mesures sur les visas, sur les consulats algériens. Les consulats algériens qui ne jouent pas le jeu, on en ferme un, on en ferme 2, on met à la porte les consuls, celui de Strasbourg qui a refusé à 14 reprises les OQTF, on bloque les gens à l'arrivée à Roissy ou à Orly, comme ça a été fait hier avec un dignitaire algérien, la femme de l'ambassadeur d'Algérie au Mali, qui avait un passeport diplomatique, elle a dû repartir. Il faut multiplier cela.
cibler un certain nombre de gens sur leurs biens immobiliers. Le dinar algérien est inconvertible. Comment expliquez-vous que le président du Sénat algérien, qui vient de rompre ses relations avec le Sénat français, a un appartement à Paris? Voilà, il faut prendre des mesures. Et puis, en dernier recours, l'accord de 68, parce qu'effectivement, ce sera une mesure plus lourde et plus longue à mettre en œuvre. Xavier Driancourt, j'entends, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? C'est-à-dire tout ce que vous avez, tout ce que vous voilà. C'est au ministre de l'Intérieur, à Monsieur Barrot, que vous devez poser la question, et au président de la République. Mais le ministre de l'Intérieur parle de riposte graduée. Je suis parfaitement d'accord. Il faut monter progressivement en gamme, et il faut surtout ne pas le dire à l'avance. Il faut maintenir, comme pour la stratégie nucléaire, une certaine ambiguïté stratégique sur nos intentions. Gabrielle Cluzel. Oui, le problème, c'est que moi, je veux bien que les accords de 68 ne soient pas les plus efficaces. Et il y a sans doute un panel de mesures tout à fait intéressant à prendre avant. Ce qui est compliqué, c'est la double parole, si vous voulez. C'est que quand le président le dit une chose et le gouvernement une autre, plutôt dans le sens inverse du reste, parce que c'est le gouvernement qui a commencé, et avec cette idée qu'ils devraient en avoir discuté avant, eh bien, ça donne une impression de cafouillage et de pusillanimité qui déjà fait mal aux Français. Hein. Il faut aussi le voir sur un plan intérieur. C'est très pénible. Après une multitude de gouvernements, ils prennent ça vraiment comme des camouflés, voilà. Et puis vis-à-vis de l'Algérie, c'est illisible et presque risible pour faire une rime. Donc c'est vrai qu'on ne comprend pas. Soit ces accords de 68 ne sont pas la première mesure à prendre, mais alors pourquoi avoir ce discours tout à fait divergent auquel plus personne ne comprend rien? Nathan Devers, on peut effectivement rejoindre Gabrielle Cluzel sur ce point, c'est-à-dire que on sait en plus de ça qu'Emmanuel Macron a un gouvernement fragile aujourd'hui, donc ce désaveu de son Premier ministre, de son ministre de l'Intérieur, enfin, c'est un jeu extrêmement risqué de la part d'Emmanuel Macron, sur le plan politique. Hein. C'est un jeu risqué, ça dépend quel désaveu. Si c'est le désaveu de la stratégie globale de durcir la ligne vis-à-vis d'Alger, ou si c'est juste le désaveu sur les accords de 68. Ça, je pense qu'on le verra dans les semaines à venir. Quoi qu'il en soit, le désaveu de son Premier ministre et de son ministre de l'Intérieur, je veux dire, il risque à un moment donné de se mettre à dos Bruno Retailleau, et peut-être même toute la droite. Vous avez raison, mais vous savez, c'est quand même Emmanuel Macron, quand il a fait la visite d'État au Maroc, et quand il a reconnu la marocanité du Sahara occidental, qui a ouvert les hostilités avec l'Algérie. C'est pas François Bayrou, c'est pas Bruno Retailleau. J'aimerais juste revenir sur un point que disait Xavier Driancourt. Il faut le dire pour les auditeurs, Xavier Driancourt est la personne qui connaît le mieux le régime algérien, parce qu'il a été par 2 fois ambassadeur en Algérie. C'est la personne, depuis l'indépendance algérienne, qui a été le plus longtemps ambassadeur à ce poste. Et je crois qu'il y a 2 grandes hypocrisies dans le régime algérien. Le premier, c'est que ce sont des gens qui tapent en permanence sur la France. Une manière de comportement extrêmement insultant, mais qui en même temps passent leur temps en France, ont un fric de fou en France, je suis désolé de parler vulgairement, mais parce que c'est une réalité vulgaire, vont se faire soigner en France, font tout en France. Et je crois que cette hypocrisie doit être démasquée. Et c'est pour ça que des mesures qui ciblent leurs biens immobiliers seraient intéressantes. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que paradoxalement, ce régime est un régime qui est archi-nationaliste, qui parle sans cesse de l'indépendance algérienne, de la fierté nationale, etc., mais qui en fait empêche l'Algérie d'être indépendante. Parce qu'il a une lecture coloniale de l'Algérie. Aujourd'hui, en quoi y a-t-il une mainmise française aujourd'hui en Algérie? Nulle part. Il y a plus de pouvoir français en Algérie, et fort heureusement d'ailleurs. Et on va pas reparler du passé, parce que là on serait en désaccord avec Gabriel. Je pense que le passé, ce qu'a fait la France en Algérie entre 1830 et 1860 est indéfendable, mais c'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, il y a plus de colonisation française en Algérie depuis belle lurette. Et cette manière, si vous voulez, chaque fois qu'il y a un demi-problème de gestion des poubelles, de gestion d'eau, enfin j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire, chaque fois qu'il y a un demi-problème de politique intérieure en Algérie, cette manière d'avoir un régime qui accuse systématiquement la France et un deuxième pays, à savoir Israël, alors qu'il n'y a pas un seul juif en Algérie, qu'il n'y a pas d'Israéliens, etc., que les synagogues ont été transformées en mosquées, etc., c'est cette hypocrisie-là aussi qui doit être mise au jour. Je crois que le peuple algérien a envie, il l'a montré pendant cette belle révolte qu'était le Irak, il a envie d'être indépendant dans son pays, c'est-à-dire de ne plus dépendre d'un régime qui lui vole ses richesses, qui le prive de ses droits, qui l'empêche d'avoir un véritable destin sur la terre qui est la sienne. Et je crois que c'est cette hypocrisie-là, cette double hypocrisie du régime, qui doit aujourd'hui être démasquée au plus vite, pour le bien de la France et pour le bien de l'Algérie. Xavier de Driancourt, un dernier mot sur ce sujet.
Oui, une chose qui doit être précisée, c'est que le Premier ministre a annoncé un délai de 4 à 6 semaines pour entamer des discussions avec l'Algérie pour renégocier l'accord de 68 et puis répondre aux 30, à la liste de 30 personnes qui sont expulsées. Ça veut dire qu'il faut que les Algériens entrent dans la discussion et à mon avis, pourquoi entrerait-il dans la discussion? Pourquoi ferait-il ce cadeau à M. Bayrou et au président de la République? À mon avis, il n'y aura pas de réponse pendant 6 semaines, et dans 6 semaines, nous nous reverrons, et nous pourrons discuter à ce moment-là de la stratégie qu'il faudra adopter. Merci beaucoup Xavier Driancourt d'avoir été avec nous, spécialiste des relations internationales et auteur de l'ouvrage D'un monde à l'autre aux éditions Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1. On va parler dans un instant de cette jolie photo de famille. Vous l'avez vu, cette jolie photo de famille. Volodymyr Zelensky entouré d'une douzaine de dirigeants européens, mais également de Justin Trudeau. Une photo de famille qui tranche avec l'échange musclé de vendredi entre le président ukrainien et le président américain à Washington, une rencontre qui a même été écourtée, et on va donc revenir sur ce sommet de la sécurité en Europe et en Ukraine, un sommet qui était prévu depuis plusieurs jours et qui a pris évidemment une toute autre tournure depuis cet échange, donc dont on le disait, cette rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Un mot d'abord sur ce sommet, Gabriel Cluzel. Il était évidemment attendu. Qu'est-ce qu'on pouvait en attendre? On a un petit peu l'impression aujourd'hui que l'Europe cherche à s'émanciper des États-Unis, sauf que on comprend bien que l'Ukraine sans les États-Unis, c'est pas possible. Non, mais l'Europe est profondément sonnée. L'Europe a compté sur les États-Unis. C'est la cigale qui se trouve bien dépourvue quand la bise fut venue et qui ne sait plus que faire en réalité. Où c'est le conjoint dépendant, vous savez, le jour où son partenaire s'en va, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de carte bleue, qui est complètement paumé. En réalité, c'était avant qu'il aurait fallu se poser la question. C'était avant qu'il aurait fallu se dire, attendez, les États-Unis, comme dirait Charles de Gaulle, les États, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, potentiellement, un jour, et c'est ce qui est en train de se passer, mais du reste, l'Amérique a eu toujours des intérêts. Elle n'a pas fait ça c'était pas la Croix-Rouge, elle n'a pas fait ça par amour des Européens. Là, a pris du champ. Ce qui intéresse les États-Unis aujourd'hui, c'est un peu une forme de doctrine Monroe. C'est de s'occuper des Américains en premier, et donc les Européens se retrouvent complètement à la ramasse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils disent il faut qu'on monte nos budgets de la défense, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais on va y revenir. Pour le moment, vous parliez de photos de famille, ils veulent tous être sur la photo. Mais est-ce que derrière la photo, il se passe réellement quelque chose? On va y revenir dans un instant. On parlera également de cette déclaration lâchée, cette phrase lâchée par Emmanuel Macron qui a fait l'effet d'une bombe, sans faire de mauvais jeu de mots, en déclarant être prêt à rouvrir le débat sur une dissuasion nucléaire européenne. Et on en parlera avec le général Dominique Trinquant qui sera notre invité dans un instant.